Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel consacré à Unity 3D. Donc dans ce tutoriel, je vais aborder la notion de la 2D. Depuis une certaine version de Unity, il est possible de faire des jeux en 2D. Donc c'est un tutoriel que l'on m'a demandé, donc je vais vous apprendre les bases de la création d'un jeu 2D. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer un petit personnage ici, de savoir s'il touche le sol ou non pour pouvoir sauter sur les autres plateformes et récupérer certaines pièces tout en se déplaçant de droite à gauche, avec un GUI texte aussi pour savoir combien de pièces il a récupéré. Donc, je vais vous faire un exemple un peu plus concret. Donc le personnage peut se déplacer de droite à gauche, tout simplement. Donc il peut pas sortir des limites du terrain. Il peut sauter uniquement s'il touche le sol. Donc hop, il peut pas sauter. Il se cogne contre les plateformes, il peut ramasser des pièces. Et on voit ici, dans le GUI texte, que la valeur des pièces s'est incrémentée. Donc voilà, c'est une base pour un jeu 2D, donc c'est ce qu'on m'a demandé et c'est ce qu'on va essayer de réaliser. Donc je vais créer un nouveau projet. Donc File New Project, Browse, 2D Game 2. Ok. Donc, et ici, on va sélectionner bien sûr le mode 2D, non pas 3D. Donc c'est pas grave si vous avez sélectionné 3D, il est possible de le changer ultérieurement. Donc on va faire Create. Donc voilà, l'environnement 2D, c'est exactement le même. Donc on va commencer par créer donc un personnage. Donc pour le personnage, j'ai choisi un quad et non pas un cube, parce qu'un cube c'est en 3D. Donc un quad, j'aurais pu choisir aussi un plane, mais les planes, ce n'est pas très optimisé pour les jeux 2D, donc je vais vous montrer pourquoi. Donc si je prends un plane, je me remets en vue. Ici on peut switcher entre le mode 3D et le mode 2D, donc je vais me mettre en mode 3D. Et ici, hop, sur le plane, on voit qu'il y a plein de triangles. Et ces triangles prennent de la ressource sur le téléphone mobile, donc il faut réduire les triangles au minimum. Donc ici on voit qu'il y a énormément de triangles, donc on peut voir qu'il y en a 202, enfin pas 202 exactement parce qu'il y a la caméra aussi. Donc triangle 202, si je supprime, il y en a 200 en fait. Et si je fais simplement un quad, je vois que le quad n'a même pas de triangle, enfin 2 en réalité. Il a que 2 triangles au lieu de 200, donc c'est vachement optimisé et c'est exactement la même chose. Donc je rebascule en mode 2D. Mon quad, je vais le positionner en 0, 0, 0. Je vais ajouter également un empty que je vais appeler player et je vais glisser mon quad dedans. Le player, je vais le mettre à 0, 0, 0 pour avoir une position parfaite. Du coup, le quad, je suis obligé de remettre 0, 0, 0. Voilà, comme ça, notre objet est centré. Donc, pour détecter si notre player touche le sol, j'ai choisi d'utiliser un empty que je place dans player. Et je vais cliquer ici sur le petit cube et sélectionner une couleur, par exemple rouge. Je vais renommer cet empty en check ground. Et je vais le positionner toujours pareil en 0, 0, 0. Puis je vais le descendre en bas du cube de notre player. Hop. Et je vais lui ajouter un physics, non pas physics tout court, mais physics 2D, car on est passé en 2D. Et je vais lui ajouter un box collider. Donc, dès que ce box collider va toucher un sol, notre objet pourra, notre player pourra sauter. Donc on va réduire un peu la taille. Donc le X on va le laisser à 1, mais le Y on va le réduire. Voilà, et on va le placer un petit peu en dessous de notre cube, de notre player. Sur notre quad, on va supprimer le mesh collider. Et sur notre player, on va lui rajouter un physics 2D rigid body, pour qu'il soit sensible à la gravité. Et un physics 2D box collider. Voilà. Donc, on peut mettre play. Normalement, notre player va tomber. Voilà. Donc, on va maintenant rajouter les sols. Donc, on va faire un create other. On va faire toujours un quad. On va le positionner en 0, 0, 0. On va le descendre de 2 unités. Et on va un peu l'agrandir. Je vais mettre une taille de 10 par exemple. Donc, toujours pareil, on supprime le mesh collider. Et on lui rajoute un physics 2D box collider. Donc, on va tester. On voit bien que
que notre player s'arrête sur ce sol. Mais on voit qu'il y a un espace entre notre player ici dans le rendu du jeu, notre player et notre sol. On voit qu'il y a un petit espace, c'est parce qu'on a tout simplement pas mis le check ground. Il faut le mettre en is trigger. Donc on peut retester et on voit que là il n'y a pas d'espace entre notre player et le sol. Donc voilà, pour pas perdre de temps, on va agrandir ce sol là. Je vais le mettre une taille de 30. Je vais le dupliquer en le sélectionnant dans la hiérarchie en faisant CTRL D pour le dupliquer. On va le pivoter. Pour l'assembler, bon, on va le réduire un peu en hauteur, on va mettre 20 par exemple. Hop. On va le dupliquer pour mettre de l'autre côté. Et on va dupliquer une nouvelle fois le sol pour le mettre tout en haut. Donc voilà, notre player est dans un niveau, il ne pourra pas sortir de ses limites car il va tout simplement avoir une collision entre ces objets là, il ne pourra pas traverser. Donc pour différencier les murs et le sol, on va prendre le sol, on va lui ajouter un layer. On va ajouter user layer 8, on va l'appeler ground. Et on resélectionne notre sol et on lui met le layer ground que l'on vient de créer. Donc, ce qu'il va falloir faire en script, c'est tester toutes les collisions. Et si l'objet dont provient la collision porte le layer 8, et ben ça veut dire que notre player touche bien le sol et qu'il pourra sauter par la suite. Donc on va commencer par faire nos scripts. Donc on va faire un clic droit, create folder, que l'on va appeler script. Donc toujours prendre l'habitude de créer des dossiers pour pas mélanger tous les types de fichiers. Dans ce script, on va faire un create C# script que l'on va appeler player movements. On va sélectionner notre player et glisser notre script player movement, puis l'éditer. On va également, pour pas perdre de temps, créer un script aussi, un script global. Donc on va l'appeler tout simplement global et je vais le glisser sur la caméra. Voilà. Donc notre script global. Hop. On va lui donner un attribut de type public statique. Donc hop, statique. Donc pourquoi statique? C'est pour y accéder via n'importe quel autre script sans devoir instancier la classe globale. Donc un float que l'on va appeler delta time. Dans les méthodes, on va faire une méthode update. Donc vous devez déjà l'avoir normalement. Et on va faire delta time égale time point delta time. Donc pourquoi faire une variable delta time au lieu de s'en servir directement dans notre player movement? C'est parce qu'on aura besoin d'utiliser plusieurs fois time.delta time et appeler cette fonction là, ça demande certaines ressources, donc vaut mieux l'appeler une seule fois dans votre jeu et rappeler une variable de votre script global qui porte déjà la valeur de time.delta time au lieu de le réutiliser plusieurs fois. Donc dans player movement maintenant, hop, on va déclarer deux attributs, donc public, non pas statique cette fois-ci, public float speed et public float jump force. Donc speed ça va être la vitesse de déplacement de notre personnage et jump force ça sera la force du saut de notre personnage. Donc on va faire un void update et ici on va checker les mouvements. Donc on va faire check movements. C'est une fonction que l'on va déclarer ici, void check movements. Et ici on va regarder les touches du clavier qui sont appuyées. Donc on va faire un if input point get key. Donc c'est pour voir si la clé, enfin la touche que l'on a appuyée correspond bien à, par exemple là on va faire un mouvement droit, donc on va appeler D. Donc si on a une touche du clavier appuyée et qui correspond à la touche D, alors on va faire déplacement droite. À l'inverse, on va faire la même chose pour le déplacement gauche, on va l'appeler Q, et là déplacement gauche. Donc pour les déplacements, on va utiliser tout simplement
une translation. Donc on va faire transform.translate. Hop. Ici, on va lui passer un vecteur 2 que l'on va appeler new position. Ce new position, on va le déclarer au début de la fonction checkMovements. Donc on va faire vecteur 2 new position égale, on va toujours l'instancier, on va l'appeler vecteur 2.0. Ça sera la même chose que si nous avions écrit vecteur 2 0 0. Donc ça, c'est égal à vecteur 2.0. Donc ce vecteur 2 ici, dans le déplacement droite, on va l'appeler new position, qui sera égal à vecteur 2.right, que l'on va multiplier par notre vitesse et par notre variable global.deltaTime. On va recopier exactement la même chose pour le déplacement de la gauche. Et normalement, théoriquement, mouvement gauche, on devrait inverser. Droite, on devrait mettre gauche. Comme ça n'existe pas en vecteur 2, le left n'existe pas, donc il faut laisser right. Et en théorie, il aurait fallu mettre un moins ici, mais on va voir pourquoi dans un instant. Donc on va devoir faire pivoter notre personnage, tout dépend s'il va à droite ou à gauche, il n'aura pas la même orientation. Donc pour ce faire, on va aller dans son transform.euler-angle et on va lui renseigner un new vector 2. Donc s'il est à droite, on ne doit pas le changer du tout, donc c'est un vecteur 2. On va plutôt faire vecteur 2.0. Donc on va pas changer sa position, enfin on le remet à 0 s'il n'était pas déjà à 0. Et pour le mouvement de gauche, .euler-angle est égal à new vecteur 2. Donc ici on va mettre x1 et x2, donc on va devoir renseigner deux valeurs. Donc dans les x, notre personnage ne devra pas pivoter, donc on va mettre 0. Et pour faire une rotation inverse, il va falloir pivoter notre objet de 180 degrés, ça sera égal à sa rotation inverse. Donc ici, il va faire une rotation de 180 degrés, ce qui va inverser sa direction, et c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de mettre un moins ici. Comme on va inverser le personnage, c'est comme si on avait mis moins et qu'on n'avait pas pivoté notre personnage. Donc on va déjà tester ça. Donc ici, avant de tester le update, on va mettre fixed devant, car pour les mouvements, il vaut mieux utiliser cette fonction. Donc je vous renvoie sur la doc d'Unity pour comprendre pourquoi. Et on va tester déjà le déplacement. Donc on appuie sur Q. Hop, on a oublié de mettre dans notre player de mettre un speed, donc je vais mettre 4, et jump force on va mettre 70, mais on s'en sert pas pour le moment, c'est pour tout à l'heure. Donc on peut tester. Donc on appuie sur D pour le mouvement de droite et Q pour le mouvement de gauche. Donc pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi on ne voit pas notre player dans notre jeu quand il se déplace à gauche, mais on le voit quand il se déplace à droite? Or on voit bien qu'il se déplace aussi à gauche, car on voit notre check ground qui se déplace. Donc en fait tout simplement parce que les quads, donc le cube ici, le quad, est optimisé pour les mobiles. Donc on le voit d'un côté, hop, de ce côté on le voit, il a deux triangles, il est coupé en deux, le cube est coupé en deux, donc il y a deux triangles. Et si on pivote, on voit que de derrière, on ne voit rien, même le sol, on le voit d'un côté, mais on le voit pas de l'autre, donc ça limite encore une fois les triangles et ça permet d'optimiser pour les mobiles. Donc pour pallier à ce problème, il va falloir que vous importez un sprite, enfin qu'on lui donne une texture, enfin un matériel à notre quad. Donc moi je vais utiliser ce que j'ai utilisé quand j'ai fait le tuto. Donc je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler sprite et dedans je vais importer les deux sprites que j'ai utilisés quand je vous ai montré l'exemple. Voilà. Donc maintenant je prends mon quad, je lui donne un sprite. Donc vous pouvez faire de même avec n'importe quel sprite. Donc pour éviter le fond du sprite un peu bizarre, on va l'optimiser pour les mobiles. Donc on va cliquer sur le shader ici. On va prendre mobile, hop, mobile, particule, mince, mobile, particule. Ah, c'est un peu embêtant ça. Mobile particule et alpha blended.
Voilà, du coup ça va mettre la transparence où il faut et non pas des dessins bizarres. Donc maintenant, si on le pivote, on voit que des deux côtés, il y a notre personnage. Voilà, donc on se remet en 2D et on peut maintenant tester nos déplacements droite et gauche. Donc droite et gauche, on voit bien que notre personnage se tourne dans la bonne direction. Voilà. Du coup maintenant, on va faire le saut. Donc toujours dans Player Movement. Ici, on va faire le jump. Donc toujours, on va voir si la bonne touche est appuyée. Donc cette fois-ci, on va faire un get key. Bon, si on faisait un get key, ça veut dire que l'utilisateur, enfin le joueur, peut rester appuyé sur la barre d'espace et notre personnage s'envolerait sans jamais s'arrêter. Donc nous, on va faire un get key down. Donc on va simplement savoir si la touche a été appuyée, pas que la touche reste appuyée. On va faire un keycode.space, donc la touche espace. Et ici, on va rajouter une force à notre rigid body 2D. Donc rigid body 2D .add force. Et on va lui passer un paramètre, un vecteur de .up. Donc ça va aller, la force va aller vers le haut, qu'on va multiplier par jump force, tout simplement. Donc on sauvegarde et on teste. Hop, voilà, barre d'espace. Bon, on voit que notre personnage saute, mais il saute pas assez haut. Donc on retourne dans notre script et on va multiplier le jump force par 5 par exemple. Donc on peut tester. Hop, on voit que notre personnage saute un peu mieux, un peu plus haut. Donc maintenant on va vouloir sauter que quand le personnage est au sol, parce qu'ici je peux appuyer sur la barre d'espace et il peut monter à l'infini. Donc on va faire un nouveau script pour l'objet checkGrounded pour savoir si notre personnage touche le sol ou pas. Donc on va créer un nouveau script, clic droit create C# script qu'on va appeler checkGround. CheckGround, on va tout simplement le mettre dans notre objet checkGround qui est contenu dans notre player. Donc on le glisse et on va l'éditer. Donc ici on va faire deux méthodes, donc deux triggers. Donc on va faire on trigger enter. Donc si vous avez l'habitude de faire des on trigger enter en 3D, c'est très bien, mais en 2D la fonction, il faut juste rajouter 2D à la fin pour savoir qu'on est bien en 2D. Et pareil pour le paramètre collider, il faut passer un collider 2D. Donc on va dupliquer cette fonction là et à la place de enter on met exit. Voilà. Donc maintenant on va tester, comme je l'ai dit tout à l'heure, le layer. Si le layer est égal à 8 de l'objet touché, ça veut dire que on est au sol et que le personnage pourra sauter. Donc on va faire un if obj.gameObject.layer est égal à 8. Et ici, on va créer dans notre global. Donc on va aller de suite le créer. Dans notre global ici, on va faire un nouvel attribut de type bool que l'on va appeler isGrounded. Et par défaut, on va le mettre à false. Donc on retourne dans notre checkGround, on va faire global.isGrounded est égal à true. Donc dans notre if, maintenant on peut rajouter une condition. Tout simplement si le global.isGrounded est égal à false. Donc si le layer est égal à 8 de l'objet touché et qui n'est pas grounded, on le passe à true. On va recopier exactement la même chose ici, sauf qu'on enlève le petit point d'exclamation. Donc s'il est au sol et qu'il quitte l'objet qui porte le layer 8, donc il n'est plus au sol, donc on le met la variable à false. Donc afin de mieux voir ce changement de variable, on va changer le nom de notre GameObject. Donc transform.name est égal à grounded. Et on va faire pareil ici, sauf qu'on va marquer note devant. Voilà. Donc on va de suite tester tout ça. Donc l'objet ici en rouge checkGround va devoir changer en grounded ou not grounded.
Donc on fait play. Donc on voit qu'ici notre personnage est au sol, on va sauter et il y a marqué not grounded et ça revient à chaque fois. Donc notre script fonctionne bien. Maintenant dans player movement, ici quand on check si l'utilisateur a appuyé sur la touche espace, on va aussi checker si le global.isGrounded est égal à true. Comme ça, l'utilisateur ou le player ne pourra pas appuyer sur la barre d'espace à l'infini pour arriver tout en haut du niveau. Donc on va voir ça. Donc voilà, j'appuie plein de fois sur la barre d'espace et il saute que quand il est au sol. Donc on va aussi régler le petit problème là d'espace entre le personnage et le sol. Donc on va aller dans notre player et on va modifier le box collider. Donc on va réduire un peu la size X et Y. Voilà. Et du coup on peut remonter un peu le checkground. Donc maintenant on va simplement retester. Voilà, notre personnage est bien contre le sol. Il peut sauter, se déplacer de droite à gauche. Donc voilà. Donc maintenant on peut rajouter des plateformes. Donc je vais déjà créer un empty que je vais appeler map. Toujours prendre l'habitude de placer les objets à 0, 0, 0. On prend tous les objets, donc les 4 murs, on les glisse dans map. Voilà, pour avoir une hiérarchie un peu plus propre. Donc je vais prendre le sol, je vais le dupliquer CTRL D et le réduire un peu, de 30 on le passe à 10, ouais. Et voilà, on peut mettre des plateformes un peu partout, en réduisant le scale X. Voilà, on peut les mettre, hop. Voilà, après vous les mettez comme vous voulez. Voilà, donc on va tester si notre personnage déjà peut y accéder, donc là j'ai vu un peu gros. Donc hop, on va toutes les descendre. Voilà, donc si votre personnage ne saute pas assez haut, on va augmenter dans player le jump force, on va le mettre à 80. Voilà, il saute un peu plus haut. Hop. Voilà, notre personnage, on voit qu'il pivote comme ça. Et du coup c'est pas très optimisé, donc on va prendre le player, on va tout simplement dans le rigid body 2D cocher la case fixed angle. Voilà, donc il aura les angles fixés, il pourra plus pivoter et tomber bêtement. Donc maintenant pour la caméra, on va faire en sorte que la caméra suive notre personnage, donc on va faire ça dans le script global. Dans la fonction update, on va faire, pour accéder à la caméra, il faut aller dans l'objet caméra, .main, donc la caméra principale. On va accéder à son transform.position et qui sera égal à notre player. Donc notre player, comment le récupérer? Tout simplement en déclarant une nouvelle variable de type transform que l'on appelle player. Et ici, on va faire un void awake, donc c'est une fonction qui se lance avant la fonction start. Et on va faire un player qui est égal à GameObject.find GameObject with tag. Et le tag c'est player et on attend un transform. Généralement le script global, moi je le garde à travers mes scènes, donc je fais un don't destroy onload et je mets le GameObject. Camera.main.transform.position est égal à player.transform.position plus un new vecteur 3 qui sera égal à 0, 0, moins 10 pour positionner la caméra en retrait par rapport à notre personnage pour pouvoir l'apercevoir. Afin d'éviter tous les bugs, on va déclarer une condition avant tout ça, donc if player n'est pas égal à nul. Voilà, donc si le player n'est pas égal à nul, on peut modifier la position de la caméra par rapport à la position de notre player. Donc on va tester. Hop. Donc on a une erreur. Ah oui, c'est parce que le tag player, en fait, j'ai oublié de le renseigner dans notre objet player ici. Donc hop, tag player. Voilà. Du coup, on voit que notre caméra suit notre player même quand il saute, etc.
Par contre, la gravité est un peu lente, donc moi je vais la multiplier par 2 dans la fonction awake. Donc pour multiplier la gravité, il faut aller dans physics.gravity fois égale 2. Hop. Donc voilà, c'est un peu plus réactif. Après, vous pouvez jouer avec les paramètres comme bon vous semble et augmenter la vitesse du personnage parce qu'il est vachement lent. Hop, on met 10. Voilà, il se déplace déjà un peu plus vite. Et voilà, donc vous pouvez jouer avec les paramètres, le speed, le jump force, etc. Donc maintenant, je vais vous apprendre à faire un système de pièces par exemple. Donc comme ça, vous pouvez l'implémenter avec n'importe quel objet, ramasser des objets ou tuer des ennemis, etc. Donc on va faire un GameObject createUser, un quad que l'on positionne toujours à 0, 0, 0. Ici, on va renommer le quad en coin. Hop. Et on va lui donner le tag, pareil. On ajoute un tag coin et on l'attribue à notre objet. Donc voilà. Notre pièce est ici. Et on va lui rajouter un matériel. Donc moi j'ai déjà un matériel. Et toujours pareil, on va modifier le shader pour mettre mobile particle alpha blended. Pour optimiser aussi la qualité des deux sprites, on peut les sélectionner. Et dans les paramètres ici, on va réduire leur taille pour optimiser pour mobile, on va mettre 128 car c'est des petits objets. Et dans le format, on peut mettre en true color. Ça augmente un petit peu la qualité. Donc notre pièce ici, on va supprimer le mesh collider. Et on va rajouter un physics 2D circle collider. Voilà, donc on va le réduire un peu à 0.1.5. Non. 1.5, pardon. Non. Hop. À 2.6. Voilà. Donc, cet objet, on va l'enregistrer dans un dossier que l'on va appeler prefabs. Et on va glisser simplement notre objet dedans pour pouvoir le réutiliser à l'infini. Ici, on va aussi lui ajouter une couleur, par exemple vert, afin de l'apercevoir plus loin pour le sélectionner plus facilement. Donc ces objets, on va les positionner un peu partout dans notre map. Donc on va le glisser déjà dans l'objet map. Hop. Voilà, on peut les mettre en hauteur, etc. Hop. Voilà, vous pouvez les mettre un peu où vous voulez. Et on n'oublie pas. Donc si vous devez changer un paramètre dans toutes les pièces, au lieu de toutes les sélectionner, vous pouvez sélectionner directement le préfab. Par exemple ici on doit cocher isTrigger, on doit le cocher. Et quand on sélectionne une autre pièce, isTrigger c'est coché également pour tous les autres objets. Donc on va faire un nouveau script pour notre player qui va s'appeler player trigger. Donc on sélectionne notre player, on met le script player trigger et on va commencer à l'éditer. Donc pour les méthodes, on va créer une méthode onTriggerEnter2D. Donc onTriggerEnter2D qui prend en paramètre un collider 2D que l'on appelle obj. Et on va faire un switch case. Donc switch obj.tag. Donc si le tag de l'objet touché est égal à coin, et bien on va incrémenter notre score. Donc le score, on va le déclarer dans le global. Ici, on va faire un public statique, ça sera un int et on va l'appeler par exemple score, qui sera égal par défaut à 0. Donc dans notre player trigger, on va simplement faire un global point score ++ pour incrémenter de 1 à chaque fois. Et on va détruire notre pièce, on va faire un destroy obj.GameObject. Voilà. Donc, on va déjà tester si notre personnage peut ramasser des pièces et que celle-ci se supprime. Hop, j'ai raté. Donc on voit bien qu'on peut ramasser des pièces et qu'elles se suppriment juste après. Donc maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est faire apparaître le score à l'écran. Donc, on va créer un nouvel objet empty que l'on va appeler GUI. Et toujours pareil, 0, 0, 0. Et dedans, on va lui mettre un GUI text.
on le glisse à l'intérieur, on regarde notre game et on va positionner notre objet en haut à gauche par exemple. Hop. Bon, c'est très sensible donc il faut les déplacer doucement. Voilà, donc GUITEXT, on va l'appeler ScoreText et ici on va supprimer le texte à l'intérieur. Donc notre ScoreText, on va le déclarer dans notre script global. Ici, on va faire un public statique. Donc on a dit GUITEXT que l'on va appeler ScoreText. Hop, ScoreText et on va le déclarer dans notre méthode awake. Donc on va faire ScoreText est égal à GameObject. Hop, GameObject.find le nom de votre objet, donc moi je l'ai appelé ScoreText.GUITEXT. Dans la fonction update, on va déclarer une fonction, enfin on va faire appel à une fonction qu'on va appeler showText. Et on va la déclarer ici, showText. Mince. Voilà. Donc pourquoi faire une fonction pour écrire simplement un texte, et si vous avez plein de GUITEXT à l'écran, il vaut mieux déclarer une fonction showText qui permet d'afficher tous vos textes. Donc par exemple pour le score, on va faire if ScoreText n'est pas égal à nul, donc c'est très important de vérifier si notre objet n'est pas nul avant d'afficher le texte pour éviter les erreurs. On va faire ScoreText.text est égal à score, plus score. Tout simplement. Donc on va maintenant tester. Donc on voit que score 0 s'est affiché à l'écran. On se déplace, hop, et on voit que le score s'incrémente à chaque fois que l'on prend une pièce. Hop, voilà. Donc vous pouvez faire pareil avec n'importe quel objet. Ce sera exactement le même principe. Donc après, pour rendre un peu le jeu un peu plus sympa, il faudra trouver des sprites pour les sols, les murs, faire animer les pièces comme ceci, par exemple. Donc c'est ultra facile à faire. Faire pourquoi pas des plateformes qui bougent, qui montent, qui descendent, qui vont de droite à gauche. Voilà, pour compliquer un peu le jeu. Donc voilà, je vous ai donné une base pour travailler, pour voir un peu une approche de l'utilisation de l'éditeur en mode 2D. Donc après, à vous d'adapter suivant les jeux que vous voulez développer. Donc tout ceci est bien sûr optimisé pour mobile, donc comme je vous l'ai dit au fur et à mesure de ce tutoriel. Donc l'hydrogoals, on en a 4. Donc 4 c'est rien du tout, parce que maximum pour les mobiles il en faut 20 à 25. Grand maximum 20-25. Là on est à 4, c'est largement suffisant. Bon, il n'y a pas beaucoup de décors non plus. Et les triangles, c'est satisfaisant aussi. Il en faut... Ouais, je crois qu'on a une marge de 15 000 triangles, 10 000, 15 000 triangles. Là on en a 14. Donc tout va bien. Donc vaut mieux utiliser des quads plutôt que des planes, parce que comme je vous l'ai dit, les planes c'est 200 triangles, les quads c'en est 2. Donc voilà, grande différence pour la même chose. Donc voilà, les shaders aussi. Donc ce qu'on a utilisé pour notre player ici, les shaders mobiles sont vraiment optimisés pour les mobiles, donc après vous n'êtes pas obligé de faire un jeu mobile, mais bon, au cas où, maintenant vous êtes au courant, et je vais vous laisser créer vos jeux par rapport au tutoriel que je viens de vous faire. Donc toujours pareil, pour retrouver tous mes tutos, et vous pouvez vous rendre sur ma chaîne YouTube, où vous avez tous mes tutos, surtout d'Unity 3D ou de Windows Phone, un peu de tout. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à bientôt pour un nouveau tutoriel.